Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ici l'Europe, deux continents face à face, l'Europe et l'Afrique. Le sommet de Malte les 11 et 12 novembre a tenté de résoudre les malentendus et de proposer un partenariat à long terme sur le thème de la migration et du développement. Alors les Européens, de leur côté, veulent tarir un flux migratoire sans précédent en proposant aux Africains plus de co-développement et puis de mesures de retour au pays des migrants économiques. Et sur l'autre rive de la Méditerranée, eh bien, les attentes sont tout autres. Les voies légales de migration sont prisées et puis des initiatives aussi diplomatiques ambitieuses demandées pour stabiliser les régions les plus explosives. Alors pour en parler aujourd'hui, nous recevons des représentants de pays clés et puis nous nous retrouverons en seconde partie à La Valette, à Malte, justement en compagnie des acteurs de ce débat. Mais aujourd'hui, eh bien, avec nous sur ce plateau, nous avons Emmanuel Morel, bonjour, député européen français, socialiste, donc c'est la majorité au pouvoir actuellement en France. Je rappelle que François Hollande a accepté d'ailleurs plutôt de bon gré ce système de répartition des réfugiés. La France est engagée à en prendre 24 000 sur les 2 prochaines années, malgré un débat quand même politique assez vif sur ce thème, on en parlera bien sûr. Vous êtes aujourd'hui en compagnie d'Andrzej Birt, bonjour monsieur l'ambassadeur de Pologne, un pays qui lui a beaucoup hésité finalement sur ces questions de quotas et qui a aujourd'hui une majorité plus conservatrice. On va voir s'il maintient le cap de cette solidarité européenne dans un système de répartition. On verra en effet ou s'il se braque comme certains de ses voisins de l'Est et on l'a vu, le débat a été quand même très important en Europe sur ce thème. Alors nous sommes aussi avec Achille Bani Mansour Abou-Dahamoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur de Libye. Vous représentez la Chambre des représentants qui est reconnue par la communauté internationale, exilée à Tobrouk, dans l'est du pays. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, je rappelle qu'elle était appuyée, cette chute, par des frappes aériennes internationales. Le chaos politique s'est accru et accroît aussi la détresse du demi-million de réfugiés déplacés syriens qui fuient d'abord en Libye, puis qui fuient après la Libye vers l'Europe, prennent souvent la mer dans des conditions très périlleuses. On va en parler bien sûr. Anna Simon, bonjour. Vous êtes ambassadrice d'Érythrée, alors que les Érythréens constituent la plus grande partie des réfugiés. Il se voit d'ailleurs reconnaître plutôt automatiquement le statut de demandeur d'asile en Europe, car ils sont considérés comme en danger dans leur propre pays. Rappelons que sur 6 millions d'habitants, 5% sont partis et on recense 3000 passages par mois vers le Soudan et vers l'Éthiopie. Alors on va parler de tout ça, mais revenons sur ce chiffre très frappant qui finalement ouvre le débat, à savoir que la Commission européenne elle-même estime que d'ici 2017, eh bien 3 millions de migrants sont attendus en Europe et qu'ils feront donc le chemin vers nous. Oui, mais ça n'est pas étonnant. Je pense que compte tenu de ce que vous venez de rappeler à l'instant, c'est-à-dire la situation géopolitique, les crises, la pauvreté, des pays qui ne sont ni sûrs ni démocratiques, il y a des gens, et c'est d'une certaine façon dommage, qui quittent leur pays. En même temps, d'abord, l'Europe a toujours été une terre qui recevait des immigrés. C'est la première chose. Deuxième chose, le chiffre que vous citez, 3 millions, ça paraît énorme. En même temps, l'Europe est un continent qui est important, il y a 500 millions d'habitants. Et puis la troisième chose aussi, c'est qu'il faudrait parler de toutes les migrations, parce que ça se développe dans le monde, mais vous avez plus de 60 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui migrent. Et je rappelle que les migrations principales, c'est du sud vers le sud. Vous citiez tout à l'heure la Syrie, mais la plupart des Syriens qui ont quitté leur pays, ils ne sont pas en Europe, ils sont au Liban. Et 4 millions sont restés sur l'autre rive. Ils sont en Turquie, en effet. Et ils sont en Tunisie. La Tunisie accueille 1,8 million Syriens aujourd'hui sur son sol. Donc l'Europe, bien sûr, doit être solidaire. Elle est confrontée à ce problème, mais en même temps, il ne faut pas en exagérer l'importance. L'Europe solidaire, en tout cas, il y a eu un gros débat au sein des Européens, on le sait bien. On a eu toutes les peines du monde à trouver un système de répartition sur lequel insistait la Commission européenne. On y est parvenu à gérer 160 000 réfugiés qui sont actuellement en Grèce et en Italie, qu'on va se répartir selon un système très difficile. Ça a généré beaucoup de tensions, notamment à l'Est. Vous le savez bien, monsieur l'ambassadeur, puisque la Pologne a fait partie du petit groupe des réfractaires et puis finalement s'en est désolidarisée.
Oui, aujourd'hui, nous prenons le 4e le plus grand quota parmi tous les 28 pays de l'Union européenne, bien que nous soyons à la 6e place en ce qui concerne le nombre de la population. Alors, nous les acceptons d'une façon plus que proportionnelle, mais indépendamment de ça, c'est 166 000 d'émigrés, c'est un petit pourcentage du nombre réel. Il y en a 800 000 qui sont en Europe qui sont déjà en Europe, dont on ne sait pas s'ils peuvent être réfugiés ou pas tous. Mais... on doit donc alors, en décider. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent une nouvelle vie ailleurs? Je me tourne vers vous, Madame Simon. L'Érythrée est l'un des pays les plus pauvres et les plus répressifs du monde, avec un gouvernement qui commet des actes de torture et d'autres exactions graves. C'est ce que dit l'ONG Human Rights Watch, avec un service militaire obligatoire de 17 à la quarantaine. Il y a effectivement, sur 5 millions d'Érythréens, 1 million qui sont évadés de chez vous depuis 10 ans. Ça, c'est la cause aussi de la migration et puis la cause surtout de la demande d'asile. Oui, peut-être il y a des points que je veux corriger. On dit le plus grand nombre, c'est vrai, nous admettons qu'il y a beaucoup d'Érythréens qui partent. Mais on ne peut pas identifier, on ne peut pas savoir que tous sont des Érythréens. Et sur là, nous sommes sûrs que plus de la moitié sont des gens qui viennent de la Corne de l'Afrique, même du centre de l'Afrique, même de l'ouest de l'Afrique, et qui se proclament érythréens parce que l'Europe a une politique préférentielle vis-à-vis des Érythréens. C'est pas une politique préférentielle. Elle leur reconnaît le droit d'asile parce qu'ils sont persécutés. Ils ne sont pas persécutés d'ailleurs, parce que je peux donner l'exemple de 3 groupes, mais laissez-moi finir un peu, de 3 groupes qui sont retournés d'Égypte. Il y a eu chaque fois quelques 100 et quelques Érythréens qui sont retournés d'Égypte. On a fait un charter, on les a retournés au pays et ils n'ont eu aucun problème. Ils ne sont pas persécutés. Moi, je ne veux pas vous donner l'impression de donner des leçons. Enfin, tous les témoignages des organisations non gouvernementales, mais aussi des gouvernements, et pas seulement européens, sont accablants par rapport à l'Érythrée. Persécution, enfin vous y faisiez allusion à... Mais ils ne sont pas allés sur place. Certains vont sur place, mais le problème c'est que c'est dangereux sur place, y compris pour eux. Et c'est aussi dangereux pour les Érythréens, ce qui explique qu'ils partent. Donc en effet, il y a une politique préférentielle de l'Union européenne, mais c'est normal. Les gens sont persécutés, les gens fuient ce qu'on peut quand même qualifier d'une dictature. C'est normal que l'Union européenne ait une politique préférentielle en termes d'asile. Précisons quand même pour nos téléspectateurs qu'elle a accordé, cette Union européenne, Fonds européen pour le développement, de 312 millions d'euros pour 2014-2020. Mais en passant par les ONG, donc pour endiguer la fuite de ces habitants. Mais enfin, ça n'est pas forcément, ça ne va pas être le cas du nouveau fonds, par exemple, du nouveau fonds fiduciaire, etc. Est-ce qu'on peut tout régler par l'argent ? Non, enfin, l'argent règle les problèmes aussi, quand même. D'abord parce que le principal problème, quand même, en termes de coopération, on l'a bien vu au moment du sommet, c'est quand même le développement économique des pays qui sont concernés. Et l'Europe doit s'engager là-dedans. L'aide au développement, c'était un engagement à la fois de M. Juncker, président de la Commission. La plupart des chefs d'État et de gouvernement s'y étaient engagés avant, 0,7% du PIB européen. Aujourd'hui, on est loin du compte. Quelques efforts sont faits ici ou là, mais je prends le cas de la France, qui est mon pays, et c'est un gouvernement que je soutiens. Nous sommes là aussi loin du compte. Si on veut aider les pays à s'en sortir, parce que... Mais pas n'importe lesquels et pas à n'importe quelle condition. Bien sûr, mais juste un point quand même. Les migrations... Oui. Si vous me permettez, je finis juste une chose. Oui. Les migrations, c'est des questions de sécurité, c'est des questions de paix, c'est des questions de démocratie, c'est aussi évidemment une question de développement économique. Les gens fuient la pauvreté, c'est normal et c'est pas nouveau. 168e sur 220 pays en indice de PIB de pauvreté. Oui, il y a une pauvreté, on l'admet. Et justement, on doit aider au développement du pays. Mais je n'admets pas qu'on dise librement, c'est la persécution, c'est la dictature. Librement, gratuitement, on dit ça, c'est une sorte de cliché qui se répète partout. Et personne n'est allé sur place voir, vérifier ce qui se passe. Les ONG ont été... Il faut aussi savoir pourquoi on a une situation difficile.
Vous invitez M. Morel, donc je comprends. Alors, passons quand même effectivement à la Libye, hein, puisque on sait bien que la Libye est devenue un pays très important. Elle fait partie de cette liste des pays africains destinataires du fonds fiduciaire européen. Mais en attendant, eh bien, on ne sait pas tellement avec qui négocier ces grands projets de développement, puisqu'il y a véritablement une situation politique absolument illisible dans votre pays. Il n'y a pas d'interlocuteur. Il y a eu refus d'un processus par l'ONU pour reformer ce gouvernement d'union nationale. C'est très compliqué pour les Européens. C'est très compliqué actuellement, mais ce n'était pas le cas, par exemple, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ce problème-là, c'est pas nouveau. Les Syriens, comment les Syriens sont arrivés en Libye? C'est passant par des autres pays. C'est pareil pour les Africains. La Libye n'est pas concernée par l'origine c'est un pays de transit, vous nous dites. Il faut bien distinguer. C'est bien, il faut bien préciser ça. Si on dit la majorité des immigrés vient des autres pays, allez-y, va parler. S'il y avait un processus politique, peut-être qu'on pourrait mettre en place des garde-côtes en commun avec les Européens, par exemple. C'est ce qui est discuté, bien sûr, monsieur l'ambassadeur de Pologne. Attendez, une chose, si vous permettez. Ce qu'on attend de l'Europe, l'instabilité politique de la Libye reflète des ingérences régionales en Libye. On attend de l'Europe à nous aider à dégager ces ingérences pour stabiliser la Libye. Sans aucun doute, nous avons besoin d'un groupe qui pourrait jouer le rôle d'intermédiaire, qui, au nom de l'Union européenne, pourrait visiter ce pays, la Libye, en concertation avec le gouvernement officiel reconnu par l'Union européenne. Érythrée aussi, la même chose. Enfin, on les arrêtait à une époque, quand même, semble-t-il, en tirant dessus, aux frontières. Donc, je pense que c'était pas très souhaitable. Disons, l'arrêt à la frontière, ça ne solve pas le problème qui se trouve dans le pays. Si je peux me permettre une nuance entre Européens, si vous me permettez, je ne sais pas, ça arrive, c'est normal. Je ne sais pas si l'objectif doit être de tarir les flux migratoires. Moi, je ne crois pas que ça soit réaliste comme objectif. L'objectif, c'est les maîtriser les flux migratoires. Et pour ce faire, ce qui est indéniable, il faut de la coopération avec les pays d'où viennent les migrants. Mais il faut aussi que nous, au sein de l'Europe, on soit en capacité, tous ensemble, de façon solidaire, de se répartir les migrants comme ça a été proposé aujourd'hui et comme la Pologne l'a accepté, d'autres l'ont fait. C'est vrai que votre voisin hongrois, par exemple, ça n'est pas le cas. C'est une des difficultés aujourd'hui. Il faut retrouver cette logique de solidarité. Parce que moi, je ne crois pas qu'on puisse dire, on va régler les problèmes une fois pour toutes, on va aider les pays de provenance et puis il n'y aura plus d'immigrés sur le sol européen. C'est absolument pas possible. Et puis, je vais vous dire la vérité, je ne crois pas que ce soit souhaitable non plus. Encore une fois, je le répète, il faut assumer ça. Ça fait partie de l'identité européenne que d'accueillir des gens qui viennent d'autres continents. Qu'est-ce que vous attendez, vous, côté libyen, justement, des Européens, quand vous dites des initiatives diplomatiques Oui, on attend de l'Europe 3 choses. D'abord, d'arrêter de penser que la Libye, c'est un pays riche, donc la Libye n'a pas besoin d'argent. Il faut que la Libye garde les frontières et protéger même l'Europe. Non, on a besoin d'aide au moins technique. C'est une chose. Deuxième chose, on attend de l'Europe de nous aider à régler le problème, la crise politique, tout simplement parce que ce n'est pas un problème tout à fait libyen. Parce que, comme j'ai dit, il y a des ingérences régionales et c'est nous, comme les Libyens, on n'est pas capables aujourd'hui d'arrêter à dire non à ces pays qui s'ingérent en Libye. Donc, on attend de l'Europe de faire la pression politique, pas seulement sur les Libyens, mais sur ces pays aussi. Troisième chose, et c'est une chose importante, comme j'ai dit, les immigrants illégaux qui viennent en Libye passent par des autres pays. Donc, allez parler avec les autres pays. C'est ce dont il s'agit. Quand vous disiez, Madame l'ambassadrice, et on vous a entendu dire, on est un pays pauvre, on mérite l'aide de l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne a toujours eu pour principe de subordonner son aide à la bonne gouvernance et à la démocratisation des pays, qui est demandée en particulier de l'Érythrée. Donc, est-ce que ça, vous l'entendez aussi, que pour l'instant, aucun dialogue n'est possible avec votre pays? Non, l'Union européenne est en dialogue avec l'Érythrée. Donc, on ne peut pas dire que... Elle dialogue, mais ne va pas l'aider encore plus
dans le nouveau processus de La Valette. On comprend aussi que les relations entre l'Afrique et l'Union européenne, c'est basé sur les accords de Cotonou. C'est vrai, il y a question de gouvernance, etc. Bon, je disais librement, on dit ce qu'on veut. Mais nous essayons de tenir un pays qui a 50% musulmans, 50% chrétiens. On est arrivé à créer cette stabilité au milieu d'une région assez comment dire, bouleversée. Oui, stabilité donc, quand même, si c'était vraiment stable, les gens ne se partiraient pas comme ça par centaines de milliers. Enfin, non, c'est stable, relativement. Ah oui, ou alors c'est stable dans l'autorité, quoi. Relativement ça. Il y a des raisons pour le départ, dont la politique européenne aussi. Non, mais la politique européenne n'est pas responsable de la situation politique en Érythrée. Une partie, c'est le pull factor. C'est pas l'Union européenne qui conseille à votre gouvernement de persécuter des prisonniers politiques. S'ils savent qu'ils ont un traitement préférentiel, ils vont venir. C'est comme si on prépare une nourriture en face et on leur dit, vous n'allez pas traverser là-bas. Vous ne pouvez pas imputer à l'Union européenne la situation politique en Érythrée. Moi, je ne connais pas bien ce pays. Ce que je sais en tout cas, sans y être allé moi-même, ce que je sais quand même, c'est que votre pays, vous pouvez le regretter, est montré du doigt par quasiment toute la communauté internationale parce qu'elle ne respecte pas les droits humains fondamentaux. On d'expliquer la situation, la vraie situation. En tout cas, merci. Vous voyez que vous avez commencé à esquisser ce dialogue qui reste très difficile, plein de malentendus entre l'Union européenne et l'Afrique. De coopération qui prime aujourd'hui. Le logique de coopération prime, et d'ailleurs nous allons continuer à en parler. Maintenant, dans la deuxième partie à Malte, je vous donne rendez-vous à La Valette tout de suite après le journal télévisé. À tout de suite.